Bonsoir à tous, voici ce qu'il faut retenir de l'essentiel de l'actualité en ce mardi avec tout d'abord les travaux de la 74e session du Comité d'organisation mondiale de la santé OMS. Décideurs et experts se retrouvent au Congo-Brazzaville autour de plusieurs thématiques dont l'épidémie de variole du singe sur le continent. Le ministre de la Santé Pierre Demba conduit la délégation ivoirienne au Congo. Le projet de réalisation du gazoduc Maroc au cœur d'une rencontre à Abidjan. La CEDEAO et tous les pays concernés par l'infrastructure offshore ont eu une séance de travail pour valider les documents de gouvernance de ce projet, notamment l'accord intergouvernemental et l'accord de pays hôtes. C'est un projet qui viendra renforcer la sécurité et l'autonomie énergétique en Afrique. Et puis notre dossier EcoPlus qui nous plonge dans les champs de cacao pour toucher du doigt l'agroforesterie, cette technique qui vise à faire pousser les arbres au milieu des cacaoyers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous de l'actualité. On démarre tout de suite au Congo-Brazzaville où se tiennent depuis hier les travaux de la 74e session du Comité de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le ministre Pierre Demba conduit la délégation ivoirienne. Ce rendez-vous d'experts et de décideurs se tient autour de plusieurs thématiques dont le renforcement des systèmes de santé africains. L'épidémie de la variole du singe est également sur la table. On voit cela avec Mama Traoré. Les 47 États membres sont réunis à Brazzaville au Congo pour cette 74e session du Comité Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les travaux, ouverts en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso et du directeur général de l'OMS, sont le lieu d'évoquer l'actualité sanitaire du continent, marquée par l'épidémie de la variole du singe. Le patron de l'OMS évoque à cet effet un plan de riposte chiffré à 131 millions de dollars pour les 6 prochains mois. La Côte d'Ivoire compte une trentaine de cas détectés. Le pays représenté à cette réunion par son ministre de la Santé, Pierre Demba, prend la pleine mesure de la situation. Nous avons pris des dispositions au niveau du gouvernement sous instruction du chef de l'État et le leadership du Premier ministre pour circonscrire cette épidémie et nos équipes sont à la tâche. Nous sommes en pleine négociation avec la CDC Africa, l'OMS, et je pense que pour ceux qui sont des personnes à risque, comme le personnel de santé ou ceux qui sont autour des malades, des vaccins vont parvenir très prochainement pour que nous puissions donc vacciner ceux qui en ont besoin. D'autres sujets importants seront également abordés lors de cette réunion. Il s'agit pour les 47 États de la région de voir comment faire progresser davantage la santé dans notre sous-région pour avoir une région sûre, une région prospère, mais une région saine. L'Afrique doit arrêter un cadre de plaidoyer pour parler d'une même voix, que ce soit pour le traité pandémique, mais également pour la mise en œuvre du RSC, qui est donc le règlement sanitaire international, qui permet donc à tous nos États dans le monde de gérer les épidémies. Cette 74e session sera également marquée par l'élection d'un nouveau directeur régional Afrique de l'OMS. 4 candidats sont en lice pour ce poste. Le Mpox ou la variole du singe, on en parlait à l'instant. Il faut savoir que la maladie continue de toucher de plein fouet le continent africain avec plus de 20 000 cas de Mpox enregistrés selon l'OMS. L'organisation appelle les pays à partager les traitements disponibles pour que personne ne manque de soins au moment où l'Afrique fait face à une pénurie sévère des vaccins face à cette maladie. Après le déclenchement par l'OMS de l'état d'urgence sanitaire à portée mondiale, les États-Unis ont promis d'envoyer 50 000 doses de vaccins et le Japon 3,5 millions. Les pays européens ne sont pas en reste. On jette un coup d'œil à présent sur cette séance de formation à l'endroit des pêcheurs, maraîchers et même les collectivités concernées par le bassin du Niger. 3 jours de renforcement de capacité chapeautés par le ministère des Eaux et Forêts en soutien de l'autorité du bassin du Niger. Sur les objectifs, voici le reportage de Franck Akwadio. Les usagers des ressources du bassin du Niger renforcent leurs capacités. L'idée est d'améliorer la gestion et la gouvernance des ressources, sans oublier le système appui-faire de ce bassin partagé par 9 pays. L'activité de ce jour est centrée sur les acteurs de la portion nationale. Aujourd'hui, nous sommes là pour le renforcement des capacités au niveau du projet ITAS, que nous souhaitons la bienvenue pour pouvoir améliorer les choses, pour avoir des projets pilotes après cet atelier. Nous sommes d'une zone très pauvre. Nous comptons sur les appuis de ces projets
pour sortir nos populations de leur étagie de pauvreté, tout en émirant des projets génératifs de revenus. Ce sont des projets autour de la pêche, du maraîcher, entre autres, et portés par les collectivités sur financement des Nations Unies qui ont appuyé l'autorité du bassin du Niger dans la mise en œuvre. La formation s'appuie sur 5 thématiques identifiées. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où on va renforcer les capacités de ces usagers pour que, à leur tour, ils soient vraiment les ambassadeurs de leur zone respective. Ça, c'est la première étape, Côte d'Ivoire, et on va continuer en tout cas sur les autres pays membres de l'ABN pour faire la même série de formations. Une gestion efficace des ressources en eau pour en maximiser les profits, comme le relève l'autorité de tutelle, président des travaux. Je considère cet atelier national comme une réelle opportunité pour la Côte d'Ivoire afin que nous puissions ensemble promouvoir les initiatives visant l'implication efficace des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger dans les activités de l'autorité du bassin du Niger. Ce renforcement des capacités des usagers du bassin du Niger livrera ses conclusions ce mercredi 28 août. Une autre rencontre à Abidjan avec des acteurs du continent, cette fois autour du projet de réalisation du gazoduc Nigeria-Maroc. La CEDEAO et tous les pays concernés par l'infrastructure offshore ont eu une séance de travail pour valider les documents de gouvernance de ce projet, notamment l'accord intergouvernemental et l'accord de pays hôtes. C'est un projet qui viendra renforcer la sécurité et l'autonomie énergétique de l'Afrique. On voit cela avec Nancine Bakayoko. Le gazoduc Nigeria-Maroc, dont la longueur avoisinera les 6000 km, vise à relier les ressources gazières du Nigeria au marché européen en passant par une douzaine de pays ouest-africains. Bien plus qu'une infrastructure énergétique, le gazoduc Nigeria-Maroc est un vecteur de transformation pour notre région, un outil de coopération internationale et un catalyseur de prospérité économique. Ce projet a le potentiel de redéfinir les dynamiques énergétiques de notre région en renforçant notre position sur la scène mondiale. L'accroissement de la disponibilité du gaz naturel permettra non seulement de renforcer les capacités de production électrique, dont 42% de la puissance installée dépendra du gaz naturel à l'horizon 2033, mais aussi de stimuler le développement économique, industriel et agricole de la CEDEAO. Le gaz naturel étant également une énergie pour le développement durable, son utilisation abondante dans la région permettra à nos États de contribuer aux efforts du monde de lutte contre les changements climatiques, de booster la mobilité propre et durable et de stimuler la pénétration de l'énergie de cuisson forte. Le gazoduc Nigeria-Maroc, un méga-projet qui va mobiliser environ 25 milliards de dollars. D'où l'importance de créer un consensus autour des documents réglementaires et institutionnels relatifs à ce gigantesque projet offshore. Des documents essentiels pour au moins 3 raisons. La première, c'est d'assurer une gouvernance transparente et efficace, afin d'éviter les conflits et assurer une gestion efficace des ressources. La deuxième raison que nous relevons, c'est de faciliter l'intégration régionale. La troisième raison, c'est de stimuler le développement économique dans notre sous-région en fournissant de l'énergie électrique moins onéreuse à partir du gaz naturel pour satisfaire les besoins des industries, mais aussi de nos populations. Le cadre juridique formalisé, la décision finale d'investissement est prévue courant 2025. Les premières retombées de ce pipeline transafricain sont attendues aux environs de 2028. On en vient à notre dossier EcoPlus qui nous plonge dans les champs de cacao pour toucher du doigt l'agroforesterie. Cette technique qui vise à faire pousser les arbres au milieu des cacaoyers. Vous le savez, depuis 2021, l'Union européenne a voté l'interdiction d'importer des produits issus de la déforestation, dont le cacao. Alors, le gouvernement ivoirien a mis en œuvre un projet de reforestation. Jean-Louis Gbambo. Petit Yémé, dans la sous-préfecture de Niamangui, à 25 km de Soubré. Le producteur de cacao qui constitue la population principale de ce gros campement écoute tour à tour les membres de cette équipe de sensibilisation sur l'agroforesterie. Si
on ne prend pas de dispositions, ça veut dire que dans encore 10 ans, notre forêt va disparaître. Et on a vu que si on met les arbres avec les cacaoyers ensemble, ça peut être bénéfique pour le cacaoyer. Non seulement pour le cacaoyer, mais pour tout l'environnement autour du cacaoyer. Cette équipe composée d'agents du Conseil Café Cacao et de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, n'est pas à sa première sensibilisation sur le sujet dans cette localité. Nous avons été sensibilisés plusieurs fois. On parle de changement climatique. Mais qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le fait? C'est le manque d'arbres. Nous n'avons plus d'arbres. Et si aujourd'hui, l'État a pensé qu'à partir de l'arbre, l'on peut survivre aussi, donc c'est un bon projet. L'agroforesterie cacaoyère est un système de production qui combine des cacaoyers avec des espèces non cacaoyères pour un ou plusieurs bénéfices spécifiques. Depuis 3 ans, la Sina Diarasuba plante des arbres dans ses cacaoyers. 3 de ses 15 hectares sont parsemés de plants de fraqués, akpi ou petits colas. Avant, quand les parents vivaient, on était tout petits, il y avait plein de bois et les champs étaient bien. Mais au jour de nos jours, tous les plants sont détruits. Si on ne plante pas, dans l'avenir, nos enfants, là, vraiment, ça ne serait pas possible. La SINA a planté au total 90 plants à raison de 30 plants par hectare. Il espère plus tard accroître sa production de cacao grâce à ces arbres. Une production qui pouvait atteindre 6 tonnes sur ces 15 hectares. Mais aujourd'hui, celle-ci a décliné jusqu'à 2 tonnes à cause, dit-il, du réchauffement et de la mauvaise qualité de ces cacaoyers. L'agroforesterie, un projet vital donc pour la filière cacaoyère. Le Conseil Café Cacao organise avec l'appui de l'ANADER des opérations de distribution gratuite de plants aux producteurs, comme ce jour dans cet autre campement de Nyamangui. Bois d'été, combien? 1000. Nyangon, 500. Akui 120. 1500. 1500, ça fait 2000, 1000, 3120. 3120. C'est bon. Notre objectif s'inscrit donc dans la volonté de transformer le verger ivoirien, le verger cacaoyer, en système agroforestier. En 2021, nous avons commencé la distribution d'arbres et à ce jour, nous avons plus de 8 500 000 plants que nous avons distribués gracieusement aux producteurs. Cette année, la distribution est en cours et l'objectif, c'est 3 millions de plants que nous allons introduire dans nos parcelles de cacaoyer. Et puis pour ceux qui veulent éventuellement faire des reboisements aussi, nous encourageons très vivement ces reboisements. Des plants soigneusement contrôlés par l'ANADER. Car, en plus de la qualité des plants, le cacaoyer ne s'accommode pas avec n'importe quelle variété d'arbres. Il y a des arbres qui ne sont pas amis du cacao, comme on le dit dans nos jargons. Il y a des arbres qui attirent des insectes qui ne vont pas avec la culture du cacao. C'est pour cela qu'il y a des arbres qui sont sélectionnés. Par exemple, on a le fraqué, le nyangon, le cédrela, l'akui, comme on appelle ça, le petit cola. On ne met pas n'importe quel arbre dans les champs de cacao. Sinon, tu risques de créer d'autres problèmes. Et la pépinière, elle, ne se plante pas n'importe comment. Alors, une séance de démonstration et d'explication est faite juste après la distribution, dans un champ école. Sur les lignes, vous allez voir qu'on va mettre les plants à 16 mètres et demi, l'un de l'autre. Et quand on finit la première ligne, on prend la deuxième ligne, on va avoir une distance de 20 mètres. Nous faisons tout ça pour que les plants soient bien répartis sur la parcelle. Au cours du siècle dernier, le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé d'environ 16 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares en 2021, selon le dernier inventaire forestier et faunique IFFN. L'agroforesterie contribue à restaurer les terres dégradées et à promouvoir l'agriculture durable. Les agriculteurs peuvent augmenter leurs revenus à travers une meilleure productivité, mais également diversifier leur culture. Un message que les autorités administratives locales ne se privent pas de relayer chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Il arrive que parfois nous-mêmes nous partons au contact des populations, qu'on se déplace pour aller dans les différents villages, pour aller expliquer davantage cette initiative-là
aux différentes populations. En Côte d'Ivoire, si le code forestier a été modifié en 2019 pour garantir les droits des agriculteurs sur les arbres présents dans leurs champs, le transfert effectif des propriétés tarde tout de même à se concrétiser. Et la participation de ces agriculteurs à l'effort de reconquête du couvert forestier national reste marginale. Celui-ci était de 9% en 2023, alors que les perspectives tablent sur 20% d'ici 2030. Voilà, agroforesterie, quand le cacao ivoirien retourne à la forêt. Un sujet signé Jean-Louis Gbangbo. Dans la filière riz, les acteurs veulent booster la production, mais pas seulement. Ils souhaitent que le riz soit de bonne qualité. Mais à quelle stratégie ceux qui interviennent dans la production et la distribution réfléchissent à la question à Dimokro. Godefroy Okamawa. La phase 2 de la stratégie nationale de développement de la riziculture, le projet de production de semences ainsi que les élections dans les unions de base sont entre autres les points abordés au cours de cette assemblée générale ordinaire de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz. Réunis dans la région d'Unzi, les acteurs s'engagent pour une filière plus performante. Il a été décidé que 3 personnes par société coopérative organisée et en règle vis-à-vis des pôles, ce sont ces personnes-là qui peuvent prendre part dorénavant à toute élection ou bien à toute assemblée, en tout cas de façon organisée. Pour le mois de septembre, on a décidé tous les transformateurs de Côte d'Ivoire de se réunir à Abidjan pour une rencontre pour pouvoir situer tous les enjeux au niveau des activités de la transformation au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Autre décision assez importante prise au cours de cette assemblée, l'organisation, à l'instar de certaines filières agricoles, des journées nationales du riz en décembre prochain. Il y a cette volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire à travers les actions du président Ouattara qui nous donne aujourd'hui beaucoup d'espoir. L'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays producteur de riz, l'espoir de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui est autonome, qui est souverain en matière de nutrition alimentaire. La production nationale du riz local s'élève à 1,4 million de tonnes pour un besoin évalué à 2 millions de tonnes. Avec l'introduction de variétés à très haut rendement, les prévisions de production sont estimées à plus de 2 millions de tonnes d'ici à 2027. Autre volet de l'actualité, pour faciliter la déclaration du patrimoine des agents publics en fonction à l'intérieur du pays, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a diligenté des missions spéciales. Les régions des Grands Ponts et du Sud Comoé marquent le top départ. Carmel Dia. Siège du Conseil régional des Grands Ponts, c'est une ambiance peu ordinaire qui règne ce jour dans la salle de conférence. J'ai été contacté par la Haute Autorité de la bonne gouvernance afin de déclarer mon patrimoine en tant que gestionnaire de crédit. Cette opération spéciale de déclaration de patrimoine concerne les principaux responsables des administrations locales, les élus locaux, les gestionnaires de crédits budgétaires ainsi que les autorités préfectorales en fonction dans la région. C'est déjà un pas de gagner, pour dissuader, pour rééduquer nos concitoyens pour la bonne gouvernance. À la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau, les fonctionnaires de la région du Sud Comoé sont soumis au même exercice. Le directeur du traitement des déclarations du patrimoine de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance conduit les opérations. C'est la Constitution à son article 41 qui met à la charge d'un certain nombre d'agents publics l'obligation de déclarer leur patrimoine aussi bien en début de fonction qu'en fin de fonction. Et la loi prévoit des sanctions en matière de déclaration de patrimoine. Le refus de déclarer son patrimoine est une infraction qui est sanctionnée par une amende qui équivaut à 6 mois de rémunération perçue par l'agent public concerné. Cette opération, qui s'étendra à toutes les régions du pays, est une priorité pour le président de l'institution, Epiphane Zorobalo. Les agents n'ayant pu déclarer leur patrimoine au cours du passage des équipes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance devront se rendre au siège de l'institution pour se conformer à cette exigence constitutionnelle. Du 12 au 14 septembre prochain, les populations du district des montagnes vont rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans les régions du Guémont, Cavali et Tonkoui.
La présidente du comité d'organisation, la ministre Anne-Désirée Ouloto, invite l'ensemble des cadres à s'impliquer dans la mobilisation. Elle a rencontré certains ce lundi à l'hôtel du district. Le récit de Konaté Moussa. Le vice-président Thiemoko Meïlet Koné sera dans le district des montagnes les 12, 13 et 14 septembre prochains. Une visite au cours de laquelle les populations des régions du Guémo, du Kavali et du Tonkpi vont rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour les actions de développement. C'est une belle opportunité que nous avons pour présenter le bilan en termes de développement social, en termes d'infrastructures de nos différentes régions, et également pour parler des perspectives. C'est une activité républicaine, c'est une activité qui parle de paix, de développement et de bien-être de toutes les populations, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur appartenance religieuse. Le président de la République travaille pour tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, et nous voulons ensemble, main dans la main, lui dire merci. Pour cet événement, la présidente du comité d'organisation Anne-Désirée Ouloto sollicite l'implication de l'ensemble des cadres des différentes régions du district. Et je voudrais donc saluer cet engagement des filles et des fils du district des montagnes, engagement à tout mettre en œuvre pour que ce projet soit couronné de succès. Moi, je voudrais vraiment féliciter les cadres du district des montagnes et leur dire que c'est ensemble, main dans la main, que nous devons continuer de nous mobiliser pour le développement de nos différentes régions, mais également pour le bien-être de nos parents, pour le bien-être de nos populations. Rendez-vous est donc pris en septembre, le 12 à Man, le 13 à Dieucoué et le 14 l'apothéose à Guiglo. Renforcer la cohésion sociale à l'ouest du pays à travers le football, un tournoi qui réunit les quartiers de la commune organisé par la municipalité en présence du corps préfectoral, cadres et élus de la région du Tonkpi. Christ Ephraim Diomandé, Didier Nguessan. Apporter la cohésion sociale, l'entente et le vivre ensemble entre les quartiers de la commune de Man autour des activités sportives dénommées tournoi communal. Voici les concepts que développent les cadres de la région du Tonkpi. Une initiative du maire de la commune, Aboubakar Sidiki Fofana, qui vise à rapprocher les fils et filles de la région. Nous avons décidé d'organiser un match de gala entre deux quartiers emblématiques de notre ville, sous le sceau de la réconciliation, sous le sceau de la cohésion sociale, pour que les jeunes de Man puissent se donner la main et savoir que seule la cohésion, seul le vivre ensemble peut permettre le développement d'une ville et le développement d'un pays. Pour le préfet de région du Tonkpi, cette initiative vient consolider la paix dans le cœur des populations. L'objectif visé était de dire aux enfants, aux habitants des deux quartiers, Koko et Djoulabou, que nous sommes ensemble, que c'est la même population, nous sommes frères, nous sommes amis et nous sommes tout à la fois et que nous devons arrêter de nous battre, quelles qu'en soient les raisons. Et nous avons vu à la fin du match une très très belle image. Ils se sont tous tenus les mains pour venir vers nous et à travers encore la photo que nous avons pu faire, je puis dire que l'objectif qui était assigné à cette compétition-là, l'objectif a été atteint. La municipalité de Man entend propager ce tournoi communal dans toutes les localités de la région du Tonkpi afin d'instaurer un climat de paix et d'amour entre les peuples. Poussons à présent les portes de la politique. Le coordonnateur régional RHDP dans la Nawa, Alain Richard Donvaï, invite les militants à poursuivre l'implantation du parti dans la localité. Il a sonné la mobilisation pour la victoire à la présidentielle de 2025. On voit cela avec Patricia Omouetia. Ce rendez-vous des militants et des militantes du RHDP a débuté par les mots de Traoré Lassana. Il exhorte à l'union et à la cohésion afin de permettre au RHDP de renforcer sa présence sur le terrain dans la Nawa. Le sénateur et maire a exhorté l'ensemble des militants à soutenir le coordonnateur régional afin de l'aider à réussir sa mission pour la victoire du RHDP. Alain Richard Donvaï, coordonnateur régional, a félicité les militants pour la victoire obtenue lors des dernières élections municipales, régionales et sénatoriales. Le président Alassane Ouattara nous a montré à quel point sa présence à la tête de la Côte d'Ivoire pouvait apporter du bien, non seulement à la nation ivoirienne, au peuple ivoirien et au pays, qui, sans nul doute,
n'a pas à démontrer ses avancées notables. Au niveau de la santé, nous avons pu voir des avancées palpables dans la région de Nawa. Au niveau des écoles, collèges, lycées, le travail qui a été fait est visible, n'est pas caché. Nous allons faire encore plus avec le président Ouattara. Selon Alain Richard Donvaï, le Bas-Sassandra se prépare à rendre un grand hommage au président de la République et à lui demander d'être le candidat du parti pour achever le travail de développement qu'il a commencé. Et puis le secrétaire départemental RHDP Mayakro, commune et sous-préfecture de Bouguera, Touré Moussoiré, a appelé les militants du parti à souscrire à l'opération e-militant et à se faire enrôler sur la liste électorale. C'était lors d'une tournée de sensibilisation et de mobilisation dans la sous-préfecture de Bouguera. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la sous-préfecture de Bonguera, dans le département de Mbayakro, exhortés à souscrire à l'opération e-militant pour une meilleure organisation locale et une prise en compte de leurs besoins par la direction du parti. À travers une tournée de sensibilisation et de mobilisation dans plusieurs villages de cette circonscription de la région de l'Ifou, le secrétaire départemental de Mbayakro commune et sous-préfecture de Bonguera invite les militants à se faire enrôler et à sensibiliser les sympathisants qui participent aux activités politiques. Touré Moussouaré, qui appelle les responsables locaux à l'union, demande également aux populations à adhérer aux idéologies du parti car selon lui, le meilleur cheval pour les futures échéances électorales, c'est le RHDP avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Le président du directoire, M. Kafana Gilbert, qui nous a laissé des instructions fermes pour venir mobiliser, n'est-ce pas, les militants. Et comme il y a l'audience foraine qui arrive et aussi la révision de la liste électorale, nous avons parcouru tous les villages pour faire passer le message. Au terme de cette tournée, les militants et la chefferie de Bonguera ont exprimé leur volonté d'organiser une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans leur sous-préfecture. Le parti politique pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie et la souveraineté vient de désigner son candidat pour 2025. Kevin Fieni Kofi est celui qui portera les couleurs de cette formation politique. Nous Sangaré, Franck Akwadio. Kevin Fieni Kofi est le candidat du parti pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie et la souveraineté. Il a été désigné à l'unanimité. Il aura donc la charge de défendre les couleurs de son parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Gouverner la Côte d'Ivoire autrement, c'est le principe de cette formation politique qu'incarnera son candidat Kevin Fieni Kofi. Notre projet, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale avec 9 États fédérés, des gouverneurs élus par leur population pour permettre une saine et efficace concurrence, pour permettre un réel développement, une réelle prospérité de l'État fédéral si les populations nous font confiance et qu'on vienne au pouvoir. La formation n'est pas celle qui est longue forcément, celle par laquelle on pourrait perdre assez de temps. Non, la formation doit être brève, concise et efficace. CP1, CP2, nous pensons que c'est la même chose, c'est une perte de temps. Il faut les résumer pour que les enfants gagnent du temps, qu'ils aient beaucoup plus de temps de formation que de faire 6 ans à répéter les mêmes choses. Pour y arriver, le candidat entame une tournée nationale à partir du 14 septembre prochain. Il entend rencontrer les populations les plus reculées du pays et leur partager sa vision. La ville de Tanda sera la première localité à accueillir cette tournée qui marque la sortie officielle du président du parti pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie et la souveraineté. Parlons toujours d'élections, mais dans un autre tableau, ce 27 août à Nairobi, les autorités kenyanes ont officiellement lancé la candidature de Raila Odinga pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le président du Kenya, William Ruto, a salué un leader audacieux et éclairé lors d'une cérémonie officielle. Cette figure majeure de la politique kenyane fera toutefois face à 3 rivaux pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.